Il est chiant. Hein. Non, il est bien ce technicien. Il veut la perfection. Lucien, merci de nous recevoir ici chez vous, à Haussillon. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Ah, je me sens bien, vous me faites plaisir de venir. C'est la jeunesse qui vient me voir. Là, c'est l'essence, donc c'est bien. On est peu à rester de mon époque, tout le monde prend de l'âge. J'ai 92 ans cette année. Et 92 ans, ça me rapproche de la mort. Hein. De la mort qui ne m'inquiète pas. Hein. C'est pas la mort qui m'inquiète, c'est le mourir qui m'embête. Comment vais-je mourir ? Allez, je décolle là, en plus je parle de la mort alors qu'on parle de rugby. Allez. Narbonne, mon ami, douceur des premiers jours. Vous avez débuté le rugby en terre narbonnaise, c'est ça ? Comment vous avez commencé le rugby ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce sport ? Au cours complémentaire de cité, où il y avait un prof qui était en même temps ancien joueur du Racing. Mon frère qui avait 2 ans de plus que Jean, qui avait 2 ans de plus que moi, jouait aussi à l'AS Narbonnaise, alors que mon frère aîné Raymond était au Racing. Mais le Racing, c'était les meilleurs, quoi. Alors que nous, on était que des apprentis. Et alors, Jean m'a dit un jour, tu viens. Un jour, on était à Capendu. J'étais allé avec eux pour les voir jouer. Et voilà qu'un gars se blesse. Et mon frère me dit, tu rentres là, tu vas le remplacer. Parce que vous n'étiez pas parmi les meilleurs à la base. J'étais pas parmi les meilleurs à la base, non. Et alors, je suis rentré à Capendu. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un choc sur le nez et mon nez s'est mis à saigner. Et j'ai dit à mon frère, je sors. Hein. C'était barbare, ça. Et mon frère m'a dit, tu restes là, hein, tu continues de jouer. Et j'ai continué jusqu'à l'âge de 29 ans. J'ai fait un match de sélection en Narbonne. Alors moi, je me régalais de jouer. Il y avait un match de sélection pour l'équipe de France. Et à un moment, l'arrière se blesse. Et le gars, là, qui est de la fédération, dit, qui c'est qui veut jouer à l'arrière ? Et vous avez essayé à l'arrière ? Personne. J'ai dit, moi, hein. Je veux jouer. J'avais la santé. Et j'ai joué à l'arrière, mais j'avais en face de moi Danos et Martine, qui jouaient au pied, là où j'étais pas. Et alors, j'ai passé une mi-temps catastrophique. Hein. De droite à gauche, etc. Je suis bien juré de jamais plus de jouer à l'arrière. Et à ce moment-là, Danos et Martine, vous les connaissez pas encore, du coup ? On ne les connaissait pas, non. Ils avaient été sélectionnés, voilà. C'est quand même fou que, du coup, quelques années après, vous participiez tous ensemble, tous les trois, à la tournée en 58. Mais entre-temps, on s'était vu, parce que alors là, c'était pour voir l'équipe de France junior. Et en junior, je suis allé jouer avec l'équipe de France au Pays de Galles. À Cardiff, on a joué. Et c'est là que je me suis aperçu que le jeu était différent de celui qu'on faisait, quoi. On ne jouait pas à toucher, là. Les mecs, ils sont des gaillards, tu sais. Quand ils te couchaient, ils sont un ballon au sol. Tu avais la meute qui te... Quand je suis arrivé chez moi, ma mère a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait plusieurs fois que vous parlez de la réaction de votre mère quand vous rentrez des matchs de rugby. Elle se faisait du souci pour vous ? Non, ce n'avait pas de souci, elle ne savait pas ce que c'était. On ne connaissait pas encore, tu comprends. C'était pas connu le rugby ? Et non, c'était un truc de ville, c'était un truc de grande ville, c'était pas un truc à Sonia, il n'y avait pas de rugby. Hein. Ça fait quoi de porter le maillot de l'équipe de France ? Oh rien, c'était normal. C'était un devoir ? C'était normal, si tu veux, c'était ça, c'était une joie, c'était un honneur. C'est la première fois que je prenais le train pour aller à Paris, tu comprends. Tu prends le train pour aller à Paris. Heureusement que j'ai rencontré Espagno et un autre qui était à l'USAP qui montait, parce que sinon j'étais perdu. Tu comprends, j'étais perdu, on n'était pas habitué à voyager. C'était l'expédition. Ouais. On n'était pas habitué. Moi, je suis né à l'époque du cheval. Du cheval de trait, du cheval paysan. La France était paysanne à cette époque-là. Au fur et à mesure, vous vous imposez dans cette équipe de France. En 54, vous faites partie de... Je ne m'impose pas, moi, non, je joue. On m'a dit jouer, je joue. Vous faites partie des cadres. Mais alors, c'était extraordinaire quand j'étais... Non, je n'étais pas partie des cadres au début. C'était pas moi les cadres. Les cadres, c'était les anciens. Les béglés,
qui étaient seconde ligne, c'était Zorro qui était en seconde ligne, c'était les anciens. Ça. Et si tu veux, après, bon, j'ai joué 3 ans, 4 ans. 3 ans jusqu'à 24 ans. Jusqu'en 54. 23, oui, quand j'étais suite. Et puis je voulais faire médecine, moi, depuis toujours. Parce que j'avais vu ma mère mourir à Narbonne, dans une salle commune, et j'ai pas pu accepter ça. Et j'ai dit, bon, il faut rentrer là-dedans pour essayer d'arranger ça. C'est pour ça qu'après, je me suis servi de ces souvenirs pour faire autre chose quand j'ai été chef de service de médecine. Je me suis arrêté, quand j'ai voulu commencer médecine, je me suis arrêté 3 ans. 3 ans, et puis un jour, on va à Dax, et c'est Krabos qui était président. Krabos, c'est un drogacentre. C'était un drogacentre jadis. Et il me demande si je ne voudrais pas aller à l'équipe de France, etc., pour y mettre un peu d'ordre, parce qu'ils ne gagnaient pas, etc. Ils finissent dernier du tournoi 57, cuillère de bois, avant que vous reveniez. Alors, Krabos me dit de revenir, je reviens, et alors moi je dis, bon, d'accord, mais alors, il va faire ça, ça et ça. Je commence à dire à Leroux que c'est bien qu'il fasse ça, mais que le jeu nous appartient. Et que le jeu appartient aux joueurs et qu'on se fera notre entraînement nous-mêmes. Alors, on a commencé à se former nous-mêmes. Parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur à l'époque. Il n'y avait pas d'entraîneur, non. Alors, maintenant, Maintenant, il y a presque un entraîneur pour chaque joueur, maintenant. Ah oui, il y a un entraîneur pour les avants, pour les 3/4, pour la serveuse, pour tout. Hein. Oh là là. Vous prenez en charge les avants, et Roger Martin prend en charge les arrières. Et tout le monde se prend en charge. Et tout le monde se prend en charge. Eh oui, en plus. Et alors, bon, moi, je dis, on fait ça les avants, les gars étaient d'accord. Et il y en avait qu'un qui n'était pas d'accord, c'était Amédée Domenech, qui était un pilier, mais qui était très bon. On pouvait jouer n'importe où, ce gars. Et il me foutait un bordel terrible dans les touches, tout les machins. Et j'ai dit à Amédée, tu es le meilleur de nous, mais quand on n'est pas là, l'équipe est meilleure. Et je lui ai dit, tu ne joues pas, tu vas plus jouer. Et il n'a pas joué. Et on a commencé à gagner. On a commencé à gagner et on a commencé à faire ce jeu très léché avec un jeu de passe pour ne pas enterrer le ballon. Cri de guerre des fameux All Blacks, néo-zélandais à Colombes avant leur match contre la France. C'est la Nouvelle-Zélande qui vient à Paris. Ils avaient fait leur tournée en Angleterre, etc. Et ils avaient demandé qu'on ajoute un match à Paris parce qu'ils voulaient voir Pigalle, etc. Et ils sont arrivés et ils sont allés voir Pigalle, tu vois. Toute la nuit, ils ont dû déconner, etc. Le lendemain, on les bat. 3-0, c'était la catastrophe pour eux. Mais depuis, jamais plus quand ils sont allés à Pigalle. Hein. Allez, les gars, les Néo-Zélandais, ils sont durs, hein, oh putain. Alors nous, on avait gagné. Moi, j'ai battu les Néo-Zélandais 3-0. Je ne le méritais pas, mais j'ai gagné. Tu comprends? Mais ils ont été mauvais. C'est pas nous qui avons été bons, c'est eux qui étaient mauvais. Mais à l'époque, quand même battu. C'est pas tout le monde qui bat les Blacks, quand même. Ah non, mais c'est pas... J'ai battu les All Blacks, j'ai battu les Springboks. J'ai battu les Anglais. J'ai battu les Écossais, j'ai battu les Irlandais. Vous avez battu tout le monde. J'ai battu tout le monde, et tout le monde m'a battu aussi, du moment. À notre match, tout le monde m'a battu. Aucune équipe n'est parvenue à battre les Springboks sur leur terre. L'équipe de France va réussir l'impensable, vaincre les Sud-Africains. En 58, on est parti en Afrique du Sud, et un été, et puis le Krabos nous a dit, si vous pouvez gagner un ou deux matchs, vous pouvez gagner un ou deux matchs, on serait content. Et puis on est arrivé en Afrique du Sud, où on a commencé à jouer le premier match. On a pris une volée. Ils étaient rudes, ils étaient à la mort, hein, ils jouaient. Putain, on a pris une volée. On a failli exploser. Et le deuxième match, il est tout aussi rude, et vous sortez blessé, une entorse à la cheville. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là, Rien, on continuait. Et petit à petit, alors là, comme on s'entraînait chaque jour, on avait presque le vide professionnel, dis moi. On s'entraînait chaque jour, on jouait le mercredi, on jouait le samedi, et on s'entraînait entre-temps. Donc progressivement, on est monté en puissance et on a compris comment ils jouaient.
Et alors, il y a des matchs où c'est devenu sérieux, où c'est devenu dur. Et je me rappelle, on était où? Attends, c'est Port-Élisabeth. Port-Élisabeth. On vous a baptisé les brutes de Port-Élisabeth. Non, pas les brutes. Et ils balançaient, et nous, on ne balançait pas. Et je leur ai dit, à la prochaine mêlée, on lâche les chiens. Et on a lâché les chiens. On s'est parti de partout. C'était limite, mais c'est comme ça, on a gagné. Ils n'ont pas réussi à marquer. Ils n'ont pas réussi à marquer parce que Jean Barthes est allé prendre le 3 carrel. Juste avant la ligne. Juste avant la ligne. Vous regardez, on disait, mon vieux, que c'est pas possible ça. Comment il a fait celui-là? C'était vaillant. Et qu'est-ce qu'on ressent justement au coup de sifflet final quand on sait qu'on vient de créer l'exploit, quoi? Oh, rien, on est content. Oh, que sans plus, tu vois, que c'était. On avait gagné, tu vois, comme tu as gagné quand tu gagnes contre. Quand tu joues à Narbonne, que tu gagnes contre Nissan, tu es content d'avoir gagné, c'est toujours pareil. Le plaisir d'avoir gagné, point, c'est tout. C'était les rois, les Springboks, c'était les rois. Et voilà ce qui est putain d'équipe de France qui est venue remplir un été, qui gagne. Et moi, ça va pas. Et du coup, est-ce que vous auriez imaginé que 60 ans après, on en parlerait encore et que cette tournée, elle aurait marqué autant l'histoire, en dehors du rugby, l'histoire du sport français? Mais non, pour nous, c'était une victoire, c'est tout. Une victoire contre les Gallois ou les Anglais, c'était pareil. Les Anglais, les Hongrois, les Écossais, dès qu'on gagnait, on était contents. Dès qu'on perdait, on faisait la gueule, bien sûr. C'est comme ça. Non, les temps ont changé, les temps ont changé. Tu n'avais pas autour, si tu veux, cette publicité qu'on fait au rugby, etc. Tu n'avais pas tout ça. Alors, quand on est parti à l'Afrique du Sud, il n'y avait qu'un journaliste qui nous a suivis. Denis Lalanne. Denis Lalanne. Il a fait toute la tournée. Et il a fait un livre, le grand combat du 15 de France. Le grand combat du 15 de France. Qui a fait un malheur. Un best-seller. Une Bible pour tous les amateurs. Il a relancé la filière sportive parmi la littérature. Quand il dit que j'avais bu du rhum la veille parce que j'avais un grog, etc., c'était une connerie. J'étais en forme. C'est ce que j'allais vous demander. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Le soir, j'étais embêté, j'étais enrhumé, j'étais mal foutu, j'avais pris un grog que m'avaient fait les gants, et voilà, à l'hôtel, là. Et puis c'est tout, j'étais endormi. Et alors, quand on était en Afrique du Sud, on était allé au parc Gruyère. Et alors, ça a été pour nous un ravissement. Quand on parlait des éléphants, quand on parlait des lions, on ne savait pas ce que c'était, du moment. Parce qu'il y avait un grand nombre qui n'avait jamais quitté la métropole. Même tout à l'heure, vous Paris, disiez aucun de nous. Paris, c'était une aventure. Alors, là, au bout du monde, encore plus. Il n'y avait que les gens qui étaient au Racing, qui étaient à Paris, qui avaient plus ou moins voyagé. Je ne parlais l'anglais que deux Parisiens, Agé et Frémaux. Tu comprends? Il n'y avait que deux Parisiens qui parlaient anglais. Tous les autres, on était des paysans. Et voilà, alors on est revenu. Pendant qu'on est revenu, bon, l'équipe de France de football avait fait second en Suède pour la Coupe du Monde. Avec Coppa et Fontaine. Avec Coppa et Fontaine. Donc nous, on ne comptait pas, si tu veux. C'était passé vraiment comme une familiale, si tu veux dire, on a gagné. Et puis petit à petit, quand le livre est sorti, ça a été... Tout le monde s'est vraiment rendu compte de la performance. Oui. Alors là, moi, j'ai été invité à droite et à gauche, je commençais à l'avoir marre. Hein. Parce que c'était pas moi qui avais gagné, c'était pas... Tout le groupe. C'était Pardi, bien sûr, tu comprends. Alors ça me faisait râler. Il y a un moment très fort aussi, c'est lors du second test en Afrique du Sud. La presse sud-africaine dit que vous êtes tout simplement le meilleur avant étranger qui ait foulé la terre sud-africaine. Oui, ça m'avait fait chaud au cœur. Surtout que tout le monde était unanime parce que Denis Lalanne, il dit que vous avez joué un match comme on en joue quasiment un seul dans une vie. Moi, je lui ai dit à Denis, mais tu déconnes. Hein. Tu déconnes. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Alors, oui, c'est pas vrai. Mais bon, je me suis pas vu, tu comprends? Ouais. Mais on avait la volonté de gagner. C'est vrai. On voulait les gagner, ces mecs. On voulait les battre, surtout que j'avais pris 25 points, moi, à Paris. En 52, 25 points. Et l'essai était à 3 points. Hein. Et alors, ce qui m'avait surpris, c'est quand je suis revenu et que je suis allé à Purpan,
Quand j'arrivais chaque fois dans le service de neurologie de Rizer, les mecs, tout d'un coup, ils me voyaient comme un messie, tu vois. Et ils discutaient du match, et ils disaient, il a été bon, mec. Vous parlez plus du match finalement que du travail, quoi. Oui, alors je me disais, mais où on va, putain, mais c'est fou ça. Nous on a gagné, quoi, point. C'était la mentalité changeait. Vous avez conscience que vous avez révolutionné le jeu? C'est pas moi, Vous et votre équipe, vous, oui, vous, mon équipe, le groupe de 58. oui, mais ce que je lisais aussi, les opinions de certains entraîneurs, enfin, etc. Tu vois, c'est tout un mélange. Je m'attribue rien, du moment, j'étais. Mais on vous l'attribue. J'étais le résultat de tous les autres aussi, du moment. Voilà, c'était pour gagner, c'était ça qui allait bien. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Je sais que vous aimez beaucoup Brassens. Vous vous retrouvez un peu dans cet anticonformisme. Brassens, c'est ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais Tino Rossi, Jean Lumière, Rina Ketty, et il y en avait d'autres qui chantaient que des chansons d'amour. Puis là est arrivé Charles Trenet, qui a commencé avec la mer à parler autre chose. Quand il passe à Brive-la-Gaillarde et qu'entend sur le marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de Montolion, une centaine de gaillards se crêpaient un jour le chignon, ça te gonfle, tu dis, putain, le mec il est gonflé. Et avec Brassens, il y a beaucoup aussi ce parler cru. Je sais que oui. vous aviez confié dans une interview que vous aviez un peu souffert à l'époque où vous étiez en période de médecine, de ne pas avoir le vocabulaire d'un fils de médecin. Oui. Est-ce que ça vous a permis justement de voir la chose autrement? Ça te retarde, du moment. Tu as tout un vocabulaire à apprendre. C'est laquelle votre préférée de Brassens? Oh, laquelle, toutes me vont bien. Toutes me vont bien, toutes. Il y en a qui ne sont pas connus, qui ne sont pas joués, qui sont bonnes aussi. Et c'est l'Auvergnat qui est la plus chouette aussi, qui est la plus douce et qui ne grille pas de gros mots. Parce que ma mère levait les bras au ciel quand elle entendait Brassens. Vous aimez beaucoup la poésie? Oh oui, j'adore. Il y a deux poètes extraordinaires qui traversent le temps. C'est La Fontaine et tu auras Brassens. Tu as La Fontaine aussi, qui était du combat à La Fontaine. Dure, et ça fait 400 ans. Et il dure, le mec. Et il est bien, il est compris par tout le monde. Et tout le monde adore. Moi, j'aime ça. J'aime pas les romans, j'aime les livres scientifiques. Et dans le littéraire, mes préférés, c'est La Fontaine et Brassens. François Moncla s'est éteint dans sa 89e année. 18 fois capitaine des Bleus. 31 sélections en équipe de France, dont cette fameuse tournée de 1958 en Afrique du Sud. On va juste revenir sur la disparition de François Moncla, qui a été votre frère d'armes pendant plusieurs années, pendant l'historique tournée de 58. Comment vous avez appris la nouvelle? Moi, j'ai appris la nouvelle par M. Cancel de Pézenas, qui est un fan de rugby, et qui me l'a annoncé, et ça m'a fait... Ça m'attaque un peu, parce que je me dis que le prochain, c'est peut-être moi. Pourtant, quand on vous voit, on a l'impression que vous pouvez encore repartir pour 15 ans de plus. Vous êtes en forme. Oh, oui. Dans l'allure que j'ai, vous pouvez le dire, mais c'est peut-être pas ce qui m'attend demain. Peut-être que demain, je vous dirai au revoir. Hein. Quand je vous présente ce maillot, celui de la tournée victorieuse, qu'est-ce que ça vous évoque? Oh, c'est mes 20 ans, oui, voilà. Ça évoque mes 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez que ça m'évoque? Plein de choses. Et que j'ai envie de le remettre, de repartir, je ne peux pas. C'est passé. C'est passé, c'est ma jeunesse. Hein. Et c'était une belle jeunesse. Très belle. Oui, j'ai réussi alors que je n'étais pas partir pour réussir.